Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire intitulé La dette privée, une protection naturelle contre l'inflation. Alors je ne me présente plus François Petit. Bonjour François, Bonjour. président de la structure donc CIC Private Debt avec qui nous allons débattre aujourd'hui. Alors CIC Private Debt, pour faire court, a été créé en 2003 et compte pas moins de 30 professionnels dédiés au financement des intermédiaires basés à Paris et à Londres. La société de gestion gère aujourd'hui 2,7 milliards d'euros pour le compte d'investisseurs institutionnels et privés. Et ce sont pas moins de 365 investissements qui ont été réalisés depuis le début à travers 11 fonds dédiés. Alors François, pour commencer, peux-tu nous donner une définition et nous dire concrètement à quoi sert la dette privée? Alors la dette privée, c'est une bonne question. La dette privée correspond au financement des entreprises, pour faire simple, en fait, en dehors du système bancaire. Et en dehors aussi des marchés de capitaux. C'est une finance qui s'est largement développée de manière quasi exponentielle depuis la fin de la grande crise financière, il y a une dizaine, douzaine d'années maintenant, et qui prend une part croissante dans le financement des entreprises. Les banques étant elles-mêmes de plus en plus contraintes, suite à cette grande crise financière, par des contraintes de bilan qui les obligent à restreindre ce type de financement, et progressivement, le financement non bancaire a pris le relais. On parle de finance désintermédiée, la banque étant la finance intermédiaire ou de finance alternative, mais il s'agit vraiment du financement en dehors du système bancaire commun. D'accord, très bien, merci. Est-ce qu'on peut aujourd'hui sur la dette privée dire que peut-être c'est une bonne alternative dans le contexte actuel, et notamment pour rebondir sur la thématique du jour, dans un contexte de poussée inflationniste? Alors oui, je crois que c'est l'objet principal. Je vais essayer de répondre à cette question. Peut-être d'abord parler du contexte dont tu parles évidemment dans le sujet globalement. Il y a un contexte qui est évidemment éminemment perturbé ces derniers mois. Il l'a été évidemment par la crise sanitaire, il l'est également par la crise ukrainienne, qui crée un choc que tout le monde perçoit sur les matières premières, sur l'énergie, et qui crée un choc un petit peu de croissance. On était plutôt sur un bon trend de croissance en 2021, et aujourd'hui, il y a un choc sur cette croissance dont on ne sait pas s'il va être durable ou pas, mais il y a un net ralentissement qui aujourd'hui, qui va être consécutif à ces hausses de prix de matières premières et d'énergie. Le deuxième conséquence, évidemment, de ce qui se passe va être, et on le constate d'ores et déjà aujourd'hui, une poussée inflationniste qui est très significative. On parle de 7,5% environ en Europe, ce qui évidemment est un choc inflationniste qu'il va falloir gérer. Et ça va devoir être géré avec les outils qu'on connaît aujourd'hui, et notamment un resserrement monétaire qui va démarrer, qui va être lancé par les banques centrales, par la Banque centrale européenne singulièrement, qui avait annoncé le début de ce resserrement monétaire qui allait être progressif avant la crise ukrainienne. On a pu imaginer à un moment donné que cette crise ukrainienne et ses conséquences allaient pouvoir être gérées, comme l'a été la crise sanitaire, par le fameux quoi qu'il en coûte, et ce qu'on appelle nous un petit peu la planche à billets de la Banque centrale, qui permet aux États d'avoir des mesures budgétaires significatives, des plans d'aide comme il y a eu pendant la crise sanitaire. Ça ne sera pas le cas. On va poursuivre sur ce resserrement monétaire comme c'était annoncé, parce qu'aujourd'hui, la poussée inflationniste est un vrai sujet de préoccupation. Donc, qui dit resserrement monétaire dit évidemment hausse des taux et fin progressif, c'est annoncé de la politique monétaire accommodante et de l'abondance de liquidités qui a été largement déversée sur les marchés depuis 2015. Donc il y a vraiment un véritable changement du paradigme dans l'environnement économique, macroéconomique, monétaire, et qui va changer significativement, probablement, les appréciations, les gestions d'actifs, et la perception de cet environnement va falloir s'adapter. Très bien. Le deuxième élément, évidemment, puisque nous, on finance dans la dette privée, comme je l'ai dit en introduction, des PME et des ETI françaises, mais enfin, la dette privée finance en Europe cette catégorie-là d'entreprises, c'est-à-dire on n'est pas directement sur le financement des grandes entreprises, qui reste l'apanage des marchés de capitaux, des marchés obligataires notamment.
Vraiment, la dette privée, c'est une dette non bancaire qui finance un réseau de PME d'ETI. C'est ça la nouveauté du mode de financement des entreprises depuis une dizaine ou une douzaine d'années, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et ces entreprises-là, nos entreprises cibles dans la dette privée, c'est des entreprises qui vont être, un nombre d'entre elles, affectées par les événements que je viens de décrire, notamment par la hausse des matières premières, par la hausse du coût des intrants, par la perturbation des chaînes de production mondiales. On a nombre d'entreprises qui vont être perturbées par ces événements-là. Et beaucoup d'entre elles vont être, et c'est déjà le cas, affectées sur leur marge. On a des sociétés qui vont directement, même si l'économie française n'est pas très directement impactée par l'économie russe, les effets indirects de cette crise vont être quand même significatifs sur nombre d'entreprises, notamment sur celles qui n'ont pas de pouvoir de report de ces hausses de prix sur leur clientèle, qui n'ont pas ce qu'on appelle le pouvoir de fixation des prix. On parle de pricing power. Donc toutes ces sociétés qui n'ont pas ce pouvoir de fixation des prix vont être affectées sur leur marge et vont souffrir. C'est aujourd'hui un environnement qu'il faut désormais prendre en compte. Le deuxième élément, évidemment, c'est la poussée inflationniste sur ces sociétés-là, avec un impact qui va être indirect sur nombre de sociétés françaises via une baisse de pouvoir d'achat des ménages. Aujourd'hui, on connaît le cercle un peu délétère d'une poussée inflationniste, baisse du pouvoir d'achat, réduction des débouchés d'entreprise, baisse des investissements. C'est un cercle vicieux qu'il faut casser. C'est pour ça que la priorité des banques centrales aujourd'hui est de lutter contre cette inflation. Donc on est sur une poussée inflationniste qu'il faut gérer, qui va se traduire au niveau des banques centrales par leur serrement monétaire que j'évoquais, par moins de liquidités et par une hausse des taux. Donc aujourd'hui, si la question, pour revenir sur ta question fondamentale et la thématique de la journée, quel est l'impact, est-ce que la dette privée finalement est une classe d'actifs qui est une bonne alternative dans un contexte de poussée inflationniste? Je pense que la réponse est oui pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on est sur cette classe d'actifs-là très majoritairement en taux variable. Par exemple, sur les 2,7 milliards de fonds qui sont gérés par CIC Private Debt, on a environ 85 à 90% de ces prêts, puisque nous finançons des entreprises qui sont sur des taux variables. Donc on est relativement protégé sur une hausse des taux. Nos financements sont souvent adossés à un taux Euribor. Et évidemment, s'il y a une hausse des taux significative, le Euribor va monter. Et c'est un élément évidemment protecteur. Le deuxième élément qui me semble protecteur sur notre classe d'actifs dans un contexte de poussée inflationniste, c'est qu'on est sur des financements qui ont des durations courtes et des maturités faibles. Je crois que tu es assez familier aussi avec la classe d'actifs. On a très souvent des financements, même si leurs maturités juridiques sont assez longues, qui sont financés à 2 ou 3 ans. On est dans un monde aujourd'hui où les refinancements ont lieu sur ces maturités assez courtes, finalement, 2, 3 ans, 4 ans maximum. Donc ça aussi, c'est, je crois, un élément protecteur assez important contre une hausse des taux. Un autre élément qui me paraît aussi pertinent dans notre classe d'actifs, dans ce contexte inflationniste, c'est qu'on est sur un environnement qui est peu volatile. Et je crois quand même que la hausse des taux aujourd'hui, la hausse des taux et l'inflation vont probablement créer une volatilité assez importante sur les marchés, les bourses mondiales, sur les marchés obligataires. Ça ne sera pas le cas dans la dette privée. C'est une classe d'actifs peu volatile. Il n'y aura pas de krach obligataire dans la dette privée. C'est une quasi-certitude, même en cas de hausse des taux significatifs, parce que nous sommes sur des rendements relativement stables, parce qu'on a un marché secondaire qui est peu liquide. On a des actifs qui ne sont pas marqués au marché, qui ne sont pas mark to market, donc on n'a pas ce mouvement amplificateur que peut avoir sur la volatilité des actifs, par exemple, une hausse des taux consécutive à une poussée inflationniste comme aujourd'hui.
Donc ce sont des éléments qui, je crois, peuvent être assez protecteurs pour un investisseur. Le dernier peut-être, et pour bien répondre à ta question, c'est qu'on est dans ce contexte de poussée inflationniste. On parle aujourd'hui de 7 ou 7,5% dans la zone euro, un petit peu moins, je crois, pour les raisons qu'a expliqué le président hier, mais enfin, ça restera quand même significatif sur la France. On parle de 4,5, 5% ou plus. Donc dans un contexte inflationniste, il y a un sujet sur les taux de rendement réels de nos actifs et des investisseurs. Aujourd'hui, le taux de rendement réel est évidemment les taux faciaux corrigés de l'inflation. Si tu as une inflation à 5%, évidemment, avoir des taux réels positifs, ça devient plus complexe et il y a peu de classes d'actifs qui peuvent le permettre. Alors, il y a en dette privée des niveaux de spread, des niveaux de marge qui sont significatifs. Il y a un surcroît de spread par rapport à nombre de classes d'actifs qui permet de garder cette perspective de taux de rendement réel positif sur nos classes d'actifs, malgré une poussée inflationniste qui serait significative. Donc tous ces éléments, me semble-t-il, sont assez protecteurs dans un contexte inflationniste fort. Durable, il y a aussi beaucoup d'incertitudes sur la durée des événements du moment. On a beaucoup de conjectures, récession, stagflation. Pour l'instant, le maître mot, c'est incertitude. Ce qui est évidemment beaucoup plus concret, c'est la poussée inflationniste du moment qui va durer jusqu'en 2022. Et je pense qu'on a une classe d'actifs qui est pertinente dans ce contexte. Il y a un terme que j'utilise depuis peu de temps, qui n'est pas de moi, qui est all weather. C'est-à-dire on a une classe d'actifs all weather qui dans beaucoup de scénarios, notamment un scénario inflationniste, paraît très adapté. On nous parle aussi beaucoup en ce moment, compte tenu des incertitudes, du contexte, des inquiétudes, des classes d'actifs un petit peu que j'appelle tous aux abris, c'est-à-dire on parle des actifs réels, de l'or, des matières premières, des infrastructures. On parle aussi beaucoup, et je l'ai lu en préparant ton petite interview, les obligations indexées sur l'inflation. Tout à fait. Qui sont sur le papier protecteur. Il y a peut-être aussi l'immobilier avec des loyers indexés sur l'inflation. Les obligations indexées sur l'inflation sont des obligations qui servent des taux relativement faibles. On est plutôt sur du risque quasi souverain, mais cette indexation sur l'inflation, elle est néanmoins fragilisée par le fait qu'on est sur du taux fixe, ce que nous ne sommes pas. On est une classe d'actifs, je l'ai dit tout à l'heure, sur du taux variable. Et si les taux de rendement réels augmente significativement parce qu'on a des taux PME qui augmenteraient, voire une inflation qui baisse, la volatilité des prix des obligations indexées sur l'inflation sera également significative. On aura une baisse de leur valeur de marché. Donc même ces fameuses obligations indexées sur l'inflation ne sont pas si protectrices que ça. Je dirais que nous, la dette privée, quand je parle d'une classe d'actifs adaptée au weather, y compris dans un scénario de baisse de croissance, qui est aussi un des scénarios qu'on peut modéliser aujourd'hui, ou de poussée inflationniste, c'est parce qu'on est sur une classe d'actifs qui est intrinsèquement extrêmement protégée également. Si on vient de passer plusieurs années dans un contexte plutôt de baisse des taux, de liquidité abondante. On a une excellente année 2021 avec des sociétés dont la profitabilité a augmenté. Évidemment que la dette privée s'en est très bien sortie dans ce contexte-là, parce qu'il y a un élément assez fondamental et protecteur dans la dette privée, c'est ce qu'on appelle le loan to value, c'est-à-dire quelle est la valeur du financement qu'on fait par rapport à la valeur globale de l'actif qu'on finance, dans la mesure où la dette privée, contrairement à beaucoup de classes d'actifs, par exemple le high yield, instrument de financement avec lequel on s'est comparé, ils n'ont pas de sûreté sur actif. Un banquier privé a des sûretés sur actifs. Donc quand la valeur de l'entreprise que nous finançons augmente, notre sûreté sur actif augmente. Si on finance 40%, 50% de cette valeur, on a un matelas de protection au-dessus de nous qui est constitué par le capital qui augmente, et donc le prêteur en dette privée est protégé par ce coussin de sécurité que constitue le capital qui est au-dessus de sa tête. Dans un scénario qu'on peut modéliser aujourd'hui, même s'il n'est pas certain qu'il serait celle d'une baisse de la croissance, on a des éminents
des sachants, comme je les appelle, qui nous parlent de récession, ce qui me paraît très prématuré, parce qu'il y a beaucoup de scénarios de résilience également dont on n'a pas parlé. Mais dans un scénario de baisse de croissance, récession ou stagflation, on a une classe d'actifs qui elle-même met en œuvre des cliquets de protection qui sont intrinsèques à la dette privée, à mon avis, rassurants également pour un investisseur. Si aujourd'hui on est sur ce type de scénario avec des sociétés dont la profitabilité baisse, dont la valeur des actifs financés baisse, j'ai immédiatement des réévaluations de mon risk return à la hausse, j'ai des spreads qui augmentent, j'ai les facteurs de protection intrinsèques de la dette privée, la seniorité de la dette privée par rapport au capital, les sûretés sur actifs dont j'ai parlé qui sont protecteurs. J'ai ce qu'on appelle également des covenants qui sont des clignotants que nous avons dans nos documentations juridiques qui sont extrêmement protecteurs, qui permettent de réagir quand vous êtes prêteur. Dès que dès que le clignotant est orange pâle, vous avez tout à fait, grâce à ces covenants, la capacité de réagir, de protéger votre financement et votre actif, même si, dans ce contexte de baisse de croissance, on peut imaginer que le fameux loan to value que je viens de décrire augmente. C'est-à-dire que le risque pour un prêteur, là où l'investisseur en capital a une baisse de la valeur de son actif, s'il a une société payée 100 et qu'elle ne vaut plus que 80, lui, il a perdu directement sur son investissement. Bah, le prêteur privé, lui, a juste un loan to value qui a augmenté, là où son coussin de sécurité représentait 50%, il représente 50% de la valeur, il est peut-être monté à 60-70%, mais l'intégrité de son financement n'est toujours pas en danger à ce stade, même si son coussin de protection a légèrement augmenté, et il a repricé ce risque, comme on dit, c'est-à-dire qu'il a augmenté ses spreads, et il est toujours rassuré par ces éléments protecteurs que sont les sûretés sur actifs, toutes les clauses protectrices des documentations juridiques, les covenants, etc. Donc on est sur une classe d'actifs qui, dans cet environnement-là, me semble également pertinente, même si on ne peut pas nous qualifier d'actifs réels, mais on a également des rendements qui ne sont pas ceux des actifs réels que je citais tout à l'heure. Très bien, très bien. Merci beaucoup François pour cette réponse. Alors juste, on remarque quand même que le fonds CIC Debt Fund 4, aujourd'hui c'est le 4e millésime du fonds de dette senior, qui a débuté sa collecte donc fin 2021, si je ne me trompe pas, se rapproche déjà de son objectif, c'est-à-dire 450 millions d'euros. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'il reste encore de la place sur ce fonds, premièrement, et puis surtout, quels sont les fonds en cours de commercialisation actuellement? Alors, Debt Fund 4, oui, c'est un fonds qui fait de la dette senior, donc c'est une dette de premier rang, très sécurisée. On est sur des objectifs de rendement à 5%. Je ne sais pas si j'aurai le temps de passer en revue tous les fonds que nous avons en commercialisation. Alors, oui, c'est un fonds dont la commercialisation a démarré, elle a bien démarré, on est quand même très très proche de l'objectif déjà. Un beau succès déjà. Oui, on peut qualifier ça de succès. On a un taux de réinvestissement, de re-up, comme on dit dans notre métier, qui jargonne un peu trop, qui est très fort. Donc on est assez proche de l'objectif. Néanmoins, il est toujours ouvert. Avec cet objectif de 500 millions, on en est déjà très proche. Mais oui, ça se passe bien. Oui, il est toujours ouvert, mais il est plutôt en fin de commercialisation, ce fonds-là. Est-ce qu'il y a d'autres fonds en commercialisation, du coup? Oui, alors on a dans la gamme, même si j'aime pas beaucoup ce terme, on a le fonds mezzanine millésime numéro 6, qui sont des fonds de dette subordonnée obligataire, qui financent la transmission et la croissance de PME, de TI. C'est des fonds sur lesquels on est sur des objectifs de rendement élevés. C'est des rendements élevés qui ne sont pas chimériques, puisque on est sur ce type de rendement, je parle de 11-12% brut, depuis une vingtaine d'années qu'on fait cette activité, ce qui traduit, je crois, un modèle solide et résilient. Donc ce fonds millésime numéro 6 va entamer sa commercialisation dans quelques semaines. Il prendra le relais du fonds mezzanine et unitranche numéro 5, qui est investi à 85% aujourd'hui et qui d'ailleurs confirme ses taux de rendement autour de 10%. On est là sur des fonds qui sont en partie, pour moitié aussi, sur du taux fixe, et la petite partie des 2,7 milliards que j'évoquais qui est sur du taux fixe, avec des mezzanines qui sont parfois juniors, avec des intérêts capitalisés,
mais qui servent des spreads supérieurs à 10%, donc qui évidemment sont des garanties, sauf poussée inflationniste extravagante ou stratosphérique, de rendement réel positif. Donc commercialisation qui va démarrer d'ici quelques semaines. Très bien. On a toujours en commercialisation le fonds de dette senior européen, que tu connais bien, tu l'as souvent promu auprès de vos meilleurs clients, qui est une classe d'actifs dont le risk-return est peut-être un peu plus bas que ce que je viens de décrire. On est sur des objectifs de rendement autour de 4,25, 4,50% brut, qui sont le financement de la transmission, là aussi, de la croissance de plutôt de grosses ETI européennes, sur un marché qui est très liquide, qu'on qualifie du marché du grand prêt syndiqué, qui est souvent originé à partir de notre plateforme à Londres, où on a cinq collaborateurs, avec un risque qui me semble extrêmement faible sur cette classe d'actifs, compte tenu de la granularité des financements. On fait une petite centaine d'opérations par fonds, hein, compte tenu de la liquidité aussi du marché secondaire sur cette classe d'actifs-là. Donc ça, c'est le deuxième millésime, on est d'accord, hein. C'est le deuxième millésime qui termine également sa levée de fonds. Ça se passe plutôt bien aussi. L'objectif était de 300, il est atteint, mais on n'a pas de hard cap. Donc, s'il y a encore des souscripteurs pendant quelques mois, ça reste un fonds ouvert à la commercialisation. Et alors, on Euh, parle aussi en ce moment beaucoup d'infrastructures. Vous avez prévu quelque chose oui, là-dessus ou alors pas? on démarre également la commercialisation d'un fonds de dette infrastructure junior. C'est notre millésime numéro 2. Le millésime numéro 1 était un fonds de dette infrastructure senior qui termine son déploiement, qui a vocation à financer la transition énergétique dans un momentum qui est très très bon aussi pour cette classe d'actifs. Là où les projets de financement d'infrastructures se multiplient, ils ont été, je crois, multipliés par 3 depuis 2-3 ans, où il y a une modification du mode de financement de ce type d'infrastructure, notamment avec l'apparition des financements de contrats à long terme qui sont des financements de grandes entreprises énergivores et qui ne sont pas sur des tarifs régulés. On est sur une fin des tarifs régulés qui créent un besoin de financement un peu intermédiaire. Les banques ayant de plus en plus vocation à réduire leur quotité de financement, puisqu'elles n'ont pas en face d'elles des tarifs subventionnés avec des risques quasi étatiques. Donc il y a un momentum qui est excellent pour le financement des entreprises et des projets d'infrastructure et de cette transition énergétique. Et on pense que cette offre-là est extrêmement pertinente. Elle est plutôt récente, il y a beaucoup de liquidités en equity, beaucoup moins en dette, notamment infra-junior. Donc c'est une offre qui est lancée en ce moment. On fait un premier closing à 100 millions d'euros. Il y a déjà des projets dans le pipe. Juste Sur des comme- objectifs de rendement, voilà, on est voilà. autour de 5,5, entre 5 et 6%. Très bien, merci. Alors, je vois qu'on a le temps presse et on a quelques questions en fait de spectateurs. Alors, la première, c'est quels sont les secteurs sur lesquels vous investissez actuellement? Qu'est-ce que vous Bah pouvez en alors, dire? on prend en compte évidemment l'environnement, on l'a pris comme la crise sanitaire, on cherche des secteurs qui seront résilients à ce qui se passe. Alors évidemment, on parlait de secteurs Covid-proof pour investir pendant la crise sanitaire. Aujourd'hui, est-ce qu'on cherche aussi des entreprises qui seront peu ou pas impactées Bien sûr. par la crise ukrainienne notamment, mais il y a aussi des éléments macroéconomiques qui avaient changé dans la crise ukrainienne. Aujourd'hui, on peut imaginer qu'on cherche plutôt des entreprises qui ont le fameux pouvoir de fixation des prix, compte tenu évidemment de ce qui se passe sur les matières premières, sur l'énergie, sur le coût des intrants également, et sur les pénuries qu'on peut avoir aussi sur certains composants, notamment dans la haute technologie. Donc ces sociétés-là qui ont un pouvoir de fixation des prix se trouvent dans ce secteur et pas dans d'autres. On peut imaginer que dans la santé, par exemple, beaucoup de ces sociétés, secteurs qu'on privilégie, ont ce pouvoir de fixation des prix. Donc c'est évidemment un secteur qu'on privilégie, mais il y a aussi des secteurs qu'on peut considérer comme relativement résilients à ce qui se passe. Il y a des secteurs qui d'ailleurs directement vont bénéficier de la hausse des prix de l'énergie, des matières premières, hein. Donc ces secteurs-là peuvent être privilégiés. Mais il y a des secteurs dans les services, nous on investit beaucoup dans l'éducation, qui sont assez faiblement affectés et qui sont des secteurs cibles dans le contexte évidemment, et qui sont d'ailleurs assez représentatifs des investissements qu'on a fait sur les 2 dernières années en considération des événements de crise sanitaire, mais qui s'avèrent aussi pertinents dans le contexte aujourd'hui de poussée inflationniste, de hausse des prix des matières premières et de l'énergie. D'accord, très bien. Alors, une question quand même très importante pour les instituts, mais également institutionnels, pardon, et également l'ensemble des investisseurs.
la politique ESG? Est-ce que vous avez une politique ESG qui est déployée sur vos fonds aujourd'hui? Oui, bien sûr, on est très concerné, on est adhérent évidemment de beaucoup d'initiatives de place, on est adhérent du principe des investissements responsables, le fameux PRI. On est évidemment aussi partie prenante dans les chartes de France Invest auxquelles on appartient sur l'investissement responsable, sur la parité. On est membre également de l'initiative Climat International, donc c'est évidemment un sujet de considération fort dans l'équipe. On a recruté une équipe dédiée à la ESG. Aujourd'hui, tous les investissements et les financements d'opérations que nous faisons sont passés au tamis d'une grille et d'une analyse ESG qui peut aller jusqu'à un refus de sociétés dont les agrégats financiers justifieraient un financement, mais qui ne passent pas les critères ESG que vous connaissez, hein. L'ESG, c'est l'environnement, social, gouvernance. Donc chaque investissement en amont est d'ailleurs analysé à l'aune de cette grille ESG. Et puis si des engagements ESG sont respectés, si elle est éligible à nos opérations de financement, on va suivre pendant toute la vie de notre investissement le respect de ces critères d'éligibilité à l'ESG. Et ça fera d'ailleurs l'objet d'un rapport qui sera adressé annuellement à tous nos investisseurs. Donc ce n'est pas uniquement en amont de l'investissement, c'est pendant toute la vie de l'investissement que ce respect des critères d'ESG devrait être validé par nos équipes et suivi auprès des emprunteurs. On a même la possibilité sur certains de mettre en place dans nos financements ce qu'on appelle des ratchets ESG, c'est-à-dire une espèce de bonification sur les spreads de crédit quand ils respectent ou qu'ils améliorent les critères ESG qu'on a définis avec eux lors de la mise en place du financement. Je précise d'ailleurs que notre fonds de dette infrastructure junior que j'évoquais tout à l'heure sera un fonds article 9 à impact et qui souligne la prise en considération par toute notre équipe de ces critères qui désormais sont absolument fondamentaux. D'accord. Alors une dernière petite question, il nous reste peut-être une minute juste pour terminer là-dessus. Dans ce nouveau contexte, on peut quand même se poser la question, est-ce qu'on risque pas de voir apparaître une survalorisation de votre classe d'actifs, de ta classe d'actifs? Alors c'est une bonne question, une minute c'est pas facile, je sais pas. C'est une question qui mérite un petit développement. Oui, aujourd'hui, quand on valorise des sociétés, aujourd'hui, nous, notre classe d'actifs et beaucoup d'actifs financiers valorisent via une actualisation des flux futurs. Donc quand les taux montent, les taux d'actualisation montent, ça, évidemment, ça fait apparaître une baisse de la valorisation des actifs. Le monde du private equity dans lequel nous évoluons n'échappera pas, comme les bourses mondiales, à cette correction sur la valeur des actifs qui serait engendrée par une hausse des taux potentiellement significative quand on voit ce qui se passe du côté de la Fed. Après, je pense que c'est un sujet, là aussi, puisqu'on parle de la résilience dans le contexte de la classe d'actifs dette privée, qui est plutôt un sujet chez nous, je pense, avec beaucoup de respect pour mes amis du private equity, c'est plutôt un sujet s'il était mis en évidence. C'est vrai que le retrait de la mer de liquidité va mettre en évidence peut-être des phénomènes de survalorisation qui ont lieu ces dernières années, dans une liquidité abondante et des taux très faibles. C'est plutôt un sujet qui concernera nos amis du capital, du private equity. J'avais quelques stats en tête il y a peu de temps, puisque dans une intervention ou un panel à laquelle j'avais participé à la GFI, qui était exactement cette question-là, y a-t-il une bulle dans le private equity, dans la dette privée ou ailleurs? Il y a une bulle dans nombre de classes d'actifs financiers, mais cette survalorisation, si elle était avérée, externalisée par la hausse des taux, serait plutôt un sujet du private equity qui a beaucoup plus financé ces survalorisations si elles étaient avérées que la private debt qui a des garde-fous qui sont impératifs quand vous mettez en place un financement. Vous devez être absolument connecté par exemple au cash flow généré par la société. Ça vous évite de vous envoler dans les leviers. On est peut-être passé d'un financement des sociétés qui est passé de 5,2 à 5,6 ou 5,7, ce qui est, oui, on participe légèrement à cette survalorisation, là où nos amis du capital sont, je crois, sur la même période, passés en tour d'EBITDA de 3,8 à 5,3. Donc il y a 2,7 de tour d'equity qui serait peut-être affecté à ce qu'on appellerait une survalorisation par rapport à la période d'avant la politique ultra commandant la Banque centrale, le fameux quantitative easing de 2015, mais ça a été financé majoritairement
par, je pense, du capital qui vient de l'equity que par des fonds qui viennent des financements de dettes privées. Donc ça aussi, c'est un élément qui n'est pas inquiétant quand on est investisseur dans un fonds de dette privée. D'accord. Alors François, merci beaucoup pour ce débat de qualité aujourd'hui. Je remercie également tous les spectateurs pour leur participation et puis je vous dis à très bientôt. Merci.